Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On se penche sur le monde avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Mario. Je ne sais pas si on se penche sur le monde comme sur les États-Unis qui sont un peu au cœur du monde. Oui, ce matin, c'est beaucoup les États-Unis. Très américaine. Ouais. Les sondages qui tendent à démontrer que l'effet de la convention démocrate, évidemment 5 jours de visibilité intense et positive pour les démocrates, cet effet-là est en train de s'estomper. On revient à des sondages là extrêmement serrés. Je dirais même, moi, avantage Trump à ce moment-ci. Là. C'est une possibilité. Un sondage ne fait pas l'automne comme l'hirondelle ne fait pas le printemps. Mais si je peux me permettre, je te corrigerai pas sur l'effet de la convention tellement que l'effet du mois d'août, parce que je pense que la courbe ascensionnelle de Mme Harris a commencé à partir du moment où elle s'est mise en selle. On a remplacé Joe Biden et c'est vraiment là que la fusée démocrate est partie parce qu'il tirait de l'arrière pour des raisons évidentes. Il peinait à cause de la contre-performance du président Biden au débat le 27 juin dernier. Puis la convention qui, comme tu l'as bien dit, est normalement la vitrine qui permet d'injecter de l'énergie dans une campagne, a eu un effet proportionnellement moins grand parce que déjà les démocrates roulaient très, très, très fort depuis quelques semaines. Il y avait une espèce d'excitation, d'enthousiasme débridé pour Mme Harris avec des médias qui, depuis des semaines, attendaient presque d'être soulagés de l'affaire Biden aux États-Unis. Alors, tout le monde était derrière elle, ça carburait très fort, puis je pense, puis plusieurs sondeurs ont commencé à l'annoncer il y a quelques jours en disant l'effet maximal dans les sondages Harris a été atteint peut-être juste avant la convention du parti, sinon au début. Puis le boost supplémentaire, les 2, 3, 4 points qu'on peut aller chercher sont pas vraiment apparus. Donc, en ce moment, les choses sont en train de se replacer. On a beaucoup, moi le premier, dit que les semaines qui ont suivi le changement au sommet du ticket démocrate, ces semaines-là n'ont pas été favorables à Donald Trump. Il n'a pas été particulièrement habile. C'est pas le campaigner qu'on connaissait. Mais c'est une chose que je retiens parce que ça fait 8 ans que je le vois aller comme tout le monde. C'est que quand on pense qu'il commet des erreurs ou qu'il est à côté de ses chaussures, à côté de ses pompes, ben il fait des choses qui, dans notre registre d'interprétation, nous échappent ou qu'on présume être des erreurs. Puis finalement, je sais pas si c'est des gains, mais en tout cas, ce que semblent nous dire les sondages pour l'instant, c'est que non seulement il n'y a pas de recul, mais il y a une cristallisation forte autour de 47-48% d'appui à M. Trump. C'est énorme. Et il invente à nouveau une campagne comme on n'en a jamais vu. En 2016, avec quoi il a fait campagne? Avec Twitter. Et il a surpris tout le monde. Et proportionnellement, il a dépensé beaucoup moins d'argent que son adversaire démocrate de l'époque, Mme Clinton. Il y avait moins de moyens. Puis il a réussi à percer là où on ne l'imaginait pas. Puis je dirais qu'en 2024, la campagne de Donald Trump, elle se fait avec le podcast, avec les balados. Il est présent partout, chez des podcasteurs qui ont du retentissement. Lex Fridman, la semaine dernière, il y a eu évidemment Elon Musk, mais il le fait à toutes sortes de hauteurs et d'étages avec des animateurs de balado qu'on ne connaît pas toujours, mais qui vont rejoindre différents publics. Et ça semble fonctionner. C'est un flux de conscience. Hein. Il parle, il donne toutes sortes de réponses qui ensuite sont analysées, disséquées par les médias, puis on dit « Ah, il a fait cette erreur-là, il a fait cette erreur-là ». Mais une chose est certaine, auprès des électeurs, il se distingue par rapport à Mme Harris, qui, elle, est super contrainte, choisit chacune de ses interventions. En fait, elle n'en choisit même pas. Elle en fait que à partir d'un script bien connu, avec télésouffleurs, devant des foules partisanes. Je dis pas que quand M. Trump se présente devant des animateurs de balado, il est en face d'adversaires idéologiques. Il choisit ses interlocuteurs, mais il jase quand même pendant 1 heure, là, et de toutes sortes d'affaires. Exactement. Puis on peut pas dire qu'il a la langue de bois. Puis il parle de tout. Il va dire sur l'affaire Kennedy, oui, cette fois-ci, je m'engage à sortir l'information. L'affaire Epstein, qui a fait couler beaucoup d'encre, s'il y a de l'information qui n'est pas sortie. Alors, est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est habile? Dans le parcours habituel du politicien aux États-Unis, non. Compte tenu de ce qu'on vit dans un monde qui est peut-être
post-politique au sens des règles habituelles, Donald Trump marque des points là où on l'imagine mal. Je te donne un autre exemple. En ce moment, puis on pourra en parler, il y a beaucoup de républicains qui sont en train de se rallier à la candidature de Mme Harris. Et on a tous tendance à dire... Elle en fait une espèce de stratégie, une partie de sa stratégie, le Republicans for Harris, dont nul autre que Dick Cheney. Et je reviens là-dessus dans un instant, mais j'allais dire qu'on a beaucoup tourné en dérision l'appui de Robert Kennedy Jr. il y a 3 semaines, en fait le vendredi suivant la Convention démocrate. Et je pense qu'il y avait là, puis Tulsi Gabbard, qui est une ancienne démocrate, qui était vice-présidente du parti, qui était même candidate à l'investiture démocrate en 2019, et qui a d'ailleurs choisi de voter, de se rallier publiquement à Joe Biden en 2020, mais qui est dans le camp de M. Trump. Alors, à chaque fois, on dit, ouais, c'est des personnages à la marge, un peu particuliers, particulièrement Kennedy, mais auprès des électeurs indécis, puis de ces fameux indépendants qu'il faut courtiser. Puis c'est une fine tranche de ces indépendants. Si M. Trump les met dans sa besace, compte tenu des appuis qu'il a, dans les quelques États où vont se jouer les présidentielles, ça peut avoir un impact. Alors, c'est beaucoup moins farfelu qu'on le pense que ces appuis. Et pour revenir aux républicains, effectivement, ça ressemble beaucoup à une stratégie démocrate en ce moment, qui est celle de dire, quand vous êtes républicain, vous ne trahirez pas votre parti en vous joignant à nous ponctuellement. C'est un vote patriotique. C'est comme ça que M. Cheney a justifié et que sa fille, Liz Cheney, a justifié qu'elle allait voter pour le Parti démocrate. Mais il faut voir qu'il y a quelque chose de totalement ironique, puis particulièrement avec Dick Cheney, qui était pour les démocrates pendant 15 ans l'épouvantail, le Darth Vader de la politique, l'incarnation de ce qu'on appelle, et qui existe aux États-Unis, des néoconservateurs qui ont favorisé la guerre en Irak, qui, du point de vue des démocrates... Et donc, on l'accusait d'être un vote en guerre, mais même pas pour des raisons, on va dire, stratégiques, là, pour des raisons financières, pour faire de l'argent avec la guerre. On l'accusait des pires mots, là. Il faut rappeler quand même que M. Cheney a été le patron de Halliburton, qui est une des entreprises qui a probablement le plus bénéficié de la guerre en Irak. Je ne fais aucun lien de corrélation. Il n'était plus à la tête de Halliburton quand il était vice-président. Mais on peut faire ce genre d'association. Et pour les démocrates, c'était le personnage qui faisait vomir quand on disait son nom. Et là, de les voir se réjouir de l'arrivée de M. Harris, beau lapsus, de M. Cheney dans la famille démocrate, ça a quelque chose d'assez ironique et je ne sais pas si ça sert vraiment la cause des démocrates. Les convaincus de voter pour Mme Harris ne changeront pas d'idée. Je suis pas sûr qu'il y a tellement de républicains qui vont suivre M. Cheney. Puis je pense que chez certains démocrates qui sont plus sur la clôture, ceux-là même qui ont émis des questions, par exemple, sur la stratégie de M. Biden à Gaza, qui avaient des doutes, l'arrivée de M. Cheney, de Mme Cheney, sa fille, il faut voir que Mme Cheney, Liz Cheney, quand elle était à ses débuts en politique, a, pardonne l'expression, garoché sa sœur, sa propre sœur sous l'autobus en disant très publiquement qu'elle était contre les mariages gays. Il se trouve que la fille de Dick Cheney et la sœur donc de Liz Cheney est gay. C'était très public. Et elle ne s'est pas gênée pour, dans une élection serrée, au Wyoming, jeter un peu sa sœur sous l'autobus de façon très opportuniste, risquer ce que ça signifie évidemment des bons rapports dans une famille pour des gains politiques. Elle avait été dénoncée par les démocrates pour son hypocrisie et quand elle s'est ralliée très récemment dans l'histoire politique, aux démocrates pour faire enquête sur l'affaire du 6 janvier, des manifestations plutôt colorées autour du Congrès et dans le Congrès. Mme Cheney est une des 2 républicaines qui ont accepté de siéger sur ce comité. Le caucus républicain avait refusé de participer à l'exercice et elle est devenue à ce moment-là une espèce d'égérie, d'héroïne pour le Parti démocrate qui, comme par hasard, s'est mis à souffrir d'amnésie, d'oublier toutes les raisons pour lesquelles il la détestait. Aujourd'hui, elle est présentée comme une héroïne qui a fait la distinction entre son allégeance à un parti, le Parti républicain, et la bonne cause, c'est-à-dire la démocratie, les États-Unis. Et je suis pas certain que ces nouvelles arrivées dans la tente démocrate les servent tant que ça, enfin, comme ils l'annoncent. Parce que pour l'instant, tu le disais, on a commencé là-dessus, les sondages sont absolument pas catégoriques. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis quelques semaines, c'est une micro-tendance. On parle de 0,1, 0,2% de retour du balancier vers Donald Trump. Et ça, c'est des tendances.
C'est des tendances. Tout ça à la veille d'un débat qui va, j'ai l'impression, faire jaser, peut-être avoir un impact sur le vote. D'ailleurs, demain matin, on va se parler de ça, là, les forces, les faiblesses, les avantages, les à surveiller dans ce débat. Qu'est-ce que tu penses que ce débat va représenter dans la campagne? C'est le moment, là. C'est le combat demain soir. Salut Stéphane, à demain. Mario, bonne journée.